Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les ondes sismiques. Et là, nous allons prendre le contrepoint de tout ce que nous avons vu précédemment. Jusqu'à maintenant, nous avons décrit les ondes et leur propagation dans le temps et dans l'espace avec l'aide de cette équation de base, sinus oméga t moins kx. Et c'est cette équation qui nous a permis de décrire des trains d'ondes se propageant à différentes vitesses étant donné leur fréquence ou leur période. Et à partir de là, nous avons vu comment prendre en compte des interférences, la réflexion et la réfraction, et cela même avec des interfaces de géométrie compliquées en appliquant le principe de Huygens. Maintenant, nous allons mettre tout cela de côté et nous allons suivre une approche beaucoup plus classique puisque nous allons traiter ces ondes comme des corpuscules avec une vitesse et une direction bien déterminées. En cela, nous allons suivre la même approche que les anciens égyptiens ou même que Newton au XVIIe siècle qui était en grand désaccord avec Christian Huygens sur la nature physique de la lumière. Pour Newton, la lumière, ce sont des corpuscules et c'est tout. Point final. Donc ici, nous allons utiliser les lois bien connues de Snell-Descartes car ce sont aussi des lois très utilisées pour décrire la propagation des ondes lumineuses en optique géométrique. Alors, petite remarque au passage, dans le monde entier, ces lois sont connues sous le nom de Snell's Law, les lois de Snell. Et il n'y a guère qu'en France que ces lois sont connues sous le nom de lois de Descartes. Nous avons donc un petit débat sur la paternité sur la découverte de ces lois, mais en fait, il semble bien acquis que ces lois étaient connues de manière plus ou moins explicite à l'époque médiévale par les savants dans le monde perse et arabe. Alors Snell était un mathématicien et physicien hollandais, mais il n'a pas eu le temps de publier là-dessus, et il semble même que Snell aurait été devancé par un autre mathématicien anglais, Thomas Harriot, mais là aussi, il n'a pas publié. Certes, René Descartes n'est pas le premier à avoir travaillé sur la nature de la lumière, sur la réflexion et sur la réfraction, mais toujours est-il, on ne peut pas nier à René Descartes le fait que c'est le premier à avoir écrit et publié de manière très explicite ces lois qui portent son nom en France. Et là, je donne une reproduction animée de ce que René Descartes a publié. Nous avons un cercle de rayons unitaires. Le rayon incident, il est porté par le segment AC et le rayon réfracté, il est porté par le segment AE. Et Descartes introduit le segment BC ici et le segment DE là. BC n'est rien d'autre que le sinus de l'angle incident et DE est le sinus de l'angle réfracté. Et Descartes écrit que le rapport de ces segments BC sur DE est constant, ce qui revient à dire que le rapport des sinus est constant. Et cela, quel que soit l'angle incident. Alors ces querelles de nom, cela donnait lieu à une certaine polémique, puisque Huygens a accusé à tort Descartes de plagiat, et les recherches récentes montrent que cela n'était pas le cas. Descartes ignorait tous des travaux de Snell, et ceux-ci ont été publiés seulement par Vossius en 1662, soit 25 ans plus tard. Alors dans ce qui va suivre, je vais être très scolaire, et ces lois de Descartes, elles sont au nombre de 2. La première loi concerne la réflexion, et elle n'est pas propre à Descartes, ni à Snell d'ailleurs, car le phénomène était connu depuis l'Antiquité est bien expliqué par Euclide dans son traité d'optique, où Euclide affirme que la lumière, elle se propage en ligne droite et qu'elle se réfléchit sur une surface avec le même angle d'incidence. Par ailleurs, rayon incident, normal à l'interface et rayon réfléchi sont tous situés dans un seul et même plan perpendiculaire à l'interface. La réflexion est un phénomène qui peut sembler très évident, mais récemment, il y a eu une petite polémique sur les réseaux sociaux avec cette petite vidéo sortie sur TikTok où des jeunes filles s'émerveillent de voir un miroir reflétant un objet caché derrière une feuille de papier. Comment est-ce possible? Alors, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est juste que nous voyons l'image du miroir réfléchie avec un grand angle d'incidence. Et pour cet angle d'incidence, la feuille de papier, elle ne bloque pas le rayon incident. Et par conséquent, sa réflexion. Inconsciemment, ces jeunes filles confondent le point d'incidence et normal à l'interface. Et comme on est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de moqueries et manque de bienveillance. Mais il faut juste rappeler que l'apprentissage, c'est comme cela. Et ça se fait grâce à l'expérience. La deuxième loi de Descartes, elle concerne la réfraction. Et j'ai déjà démontré cette loi pour les ondes sismiques dans cette vidéo. Alors, il faut être à l'aise avec cette loi. Et je vais l'écrire comme cela. VR fois sinus petit est égal à VI sinus petit r. Avec VI, vitesse du rayon incident, VR, vitesse du rayon réfracté. Petit i, c'est l'angle d'incidence. Petit r, c'est l'angle de réfraction. Et pour la garder en mémoire, il faut juste se souvenir que nous avons un produit en croix ici. VR sinus petit i égale VI sinus petit r. Alors pour une onde sismique, quand on passe d'un milieu mou à un milieu dur, l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence, et le rayon réfracté se rapproche de la direction de l'interface. Et pour un certain angle, dit angle critique, l'angle de réfraction est égal à 90 degrés. Et là, on parle de réfraction critique, car maintenant l'onde réfractée qui se déplace dans le milieu dur, eh bien cette onde se déplace dans la direction de l'interface. Et cet angle critique, il est vraiment intéressant, car cela va générer toute une série d'ondes réfractées
qui vont repartir dans le milieu d'origine, est avec un angle de réfraction égal à l'angle critique. Ces ondes, on les appelle des ondes coniques, car leur front d'onde forme un cône, et ce cône, à son sommet, il forme un angle égal à l'angle critique avec le plan de l'interface. Et enfin, pour des angles d'incidence supérieurs à l'angle critique, il n'y a plus de réfraction possible, et l'onde incidente se réfléchit entièrement. On parle alors de réflexion totale. Maintenant, quand une onde sismique passe d'un milieu dur à un milieu mou, il n'y a jamais de réfraction critique. L'onde réfractée se rapproche de la normale à l'interface, autrement dit, l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence. Alors ici, je vais continuer à utiliser la lumière comme analogue des ondes sismiques. On a compris pourquoi, nous sommes très familiers avec les ondes lumineuses, et cela nous parle tout de suite. Et je vais faire beaucoup d'analogies entre les deux, même si la physique sous-jacente est tout à fait différente. Les ondes sismiques, c'est de l'énergie de déformation élastique qui se propage. La lumière, ce sont des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire de l'énergie électrique et magnétique couplées ensemble et qui se propagent. Pour la lumière, l'air cela correspond à un milieu dur, où la lumière se propage vite. L'eau, cela correspond à un milieu mou, où la lumière se propage lentement. Pour les ondes sismiques, ou ici les ondes acoustiques, c'est le contraire. L'air, c'est un milieu mou où les ondes se propagent lentement, et l'eau, c'est un milieu dur où les ondes se propagent rapidement. Commençons par un crocodile sous l'eau. Nous l'avons vu et nous sommes au bord du bassin. Et là, ce sont des rayons qui passent d'un milieu mou à un milieu dur. Pour nous, le crocodile semble être loin, alors qu'en fait, il est juste en dessous de nous. Et ça, c'est parce que les rayons réfractés sont déviés dans la direction de la surface de l'eau. Puis tout d'un coup, le crocodile disparaît. On se dit, le danger, il est parti. Et nous sommes rassurés et nous poussons un gros ouf de soulagement. Eh bien non, le crocodile s'est rapproché, il est juste sous la surface. Si nous le voyons plus, c'est parce que les angles d'incidence des rayons émis par le crocodile sont au-dessus de l'angle critique. Ces rayons sont réfléchis par la surface de l'eau. C'est la réflexion et ces rayons ne nous parviennent plus. Et comme un crocodile, c'est une bestiole relativement plate, et dans le cas de l'eau, l'angle critique de réfraction est de 49 degrés, c'est donc facile pour lui de se cacher dans cette zone d'invisibilité juste sous la surface. Par contre, si vous ne voyez plus le crocodile, lui, il vous voit parfaitement. Rien ne lui échappe de ce qui se passe au-dessus de l'eau, car les rayons que vous émettez, ce sont des rayons qui passent d'un milieu dur à un milieu mou, et dans ce sens-là, il n'y a pas de réfraction critique, il n'y a pas de réflexion totale. Autrement dit, tout ce que je vous raconte ici de manière très innocente dans mes petites vidéos, cela peut vous sauver la vie. Voilà, ici je quitte l'analogie avec la lumière et les ondes électromagnétiques, car il y a des spécificités qui sont propres aux ondes sismiques se propageant dans les solides, et je n'ai pas abordé cela jusqu'à maintenant. Et là, je vais réécrire la loi de Descartes concernant la réfraction sous une autre forme. C'est sinus petit i divisé par v petit i égale à sinus petit r divisé par v petit r. Et ces rapports de sinus avec la vitesse, et ils sont égaux à un paramètre petit p, et que je vais appeler paramètre de ré ou de lenteur horizontale. Alors pourquoi lenteur horizontale? Eh bien petit p, c'est un paramètre qui est l'inverse d'une vitesse, et qui s'exprime en secondes par mètre, et plus ma vitesse de propagation est faible, plus mon paramètre petit p sera important. Alors pourquoi cette lenteur est-elle qualifiée d'horizontale? Eh bien il faut revenir aux animations que j'avais utilisées dans une vidéo précédente sur la réfraction. Voyez ici, on est dans le cas d'une réfraction d'un milieu mou à un milieu dur, et on a représenté les ondes planes qui se propagent à travers une interface horizontale. On a représenté aussi les fronts d'onde et deux raies qui leur sont bien sûr perpendiculaires. Le segment BD représente la distance parcourue par un ray incident à la vitesse V1 pendant une durée delta t. Le segment AC représente la distance parcourue par un ray réfracté à la vitesse V2 pendant cette même durée delta t. L'angle incident, petit i, je le retrouve ici, puisque c'est aussi l'angle entre le front d'onde incident et l'interface. L'angle réfracté petit r, il est là dans ce triangle rectangle grand ABC, car c'est aussi l'angle entre le front d'onde et l'interface. À partir de là, je peux calculer la longueur du segment AB. Et là, je peux le calculer de deux manières différentes. Dans le triangle rectangle ABD, premièrement, eh bien, grand AB, c'est BD divisé par sinus petit i, soit V1 fois delta t divisé par sinus petit i. Idem dans le triangle rectangle ABC. Grand AB, c'est AC divisé par sinus petit r, soit V2 delta t divisé par sinus petit r. À partir de ces deux équations, et en éliminant delta t, j'arrive à V1 divisé par sinus petit i égale V2 sinus petit r. Et là, je reconnais l'inverse de petit p. Et je peux écrire 1 sur p, c'est égal à V1 divisé par sinus petit i égale V2 sinus petit r. L'inverse du paramètre petit p, c'est donc la vitesse du ray mesurée sur l'interface, et petit p, c'est la durée mise par ces deux ondes, l'onde incidente et l'onde réfractée, à se déplacer de manière conjointe sur cette même interface. Ainsi, quand on écrit l'égalité petit p égale sinus petit i divisé par V1 égale sinus petit r divisé par V2, on ne fait que réaffirmer que ces deux ondes, incidentes et réfractées, doivent rester cohérentes
incidente le long de cette interface. Alors comme on travaille souvent avec des interfaces qui sont horizontales, on a appelé petit p paramètre de lenteur horizontal. Mais cela n'a rien de nécessaire. Et on peut parfaitement travailler sur des interfaces qui sont inclinées, et 1 sur p, eh bien cela sera la vitesse apparente de propagation des ondes ainsi qu'elle est perçue par un observateur situé sur cette interface. Et idem, petit p sera la durée apparente mise par ces deux ondes pour parcourir un mètre d'interface. Alors on se rappelle, les ondes sismiques de volume, il y en a de deux types différents. Ce sont les ondes P, ou ondes primaires, ou ondes de compression, ou ondes longitudinales. Puis nous avons les ondes S, ou ondes secondaires, ou ondes de cisaillement, ou ondes transversales. Eh bien, quand vous avez incidence d'une onde P sur une surface suivie d'une réflexion, la surface vous produit deux rayons réfléchis en même temps. Le premier, ce sont des ondes P, et le deuxième, ce sont des ondes S. Pour la réfraction, c'est pareil. Nous avons émission d'une onde P réfractée et d'une onde S réfractée. Au final, quand nous avons une onde P qui vient frapper une interface, sauf cas particulier, ce qui est récupéré, ce sont 4 ondes. Une onde P réfléchie, une onde S réfléchie, une onde P réfractée que je peux appeler aussi une onde P transmise, et une onde S réfractée ou transmise. Et toutes ces ondes, elles ont des vitesses de propagation qui leur sont propres. Et là, je peux énoncer une forme plus générale de la loi de Descartes sur la réfraction, à savoir que sinus IP sur VP, c'est égal à sinus RP sur VRP, égale sinus RS sur VRS, égale petit p. Où VRP, c'est la vitesse des ondes P réfractées, VRS, c'est la vitesse des ondes S réfractées. Pour la réflexion, cela se complique aussi un peu. Pour l'onde P incidente et l'onde P réfléchie, j'ai toujours angle d'incidence qui est égal à l'angle de réflexion. Mais rien ne m'empêche d'écrire sinus IP divisé par VIP égale sinus RP divisé par VRP égale sinus RS divisé par VRS, où IP désigne les ondes P incidentes, RP désigne les ondes P réfléchies et RS désigne les ondes S réfléchies. Ce qui est remarquable là-dedans, c'est que tous ces rapports de sinus avec leur vitesse, eh bien, ils sont égaux entre eux. Et leur valeur commune est le paramètre petit p de lenteur horizontale. Alors les ondes S, elles ont une vitesse plus petite. Cela veut dire que leur sinus correspondant sera plus petit aussi. Les ondes S réfléchies, elles vont donc partir dans une direction qui sera plus proche de la normale que les ondes P. Et pour les ondes S réfractées, c'est pareil. Vitesse plus petite, donc sinus correspondant plus petit. Et pour bien respecter l'égalité des rapports de sinus sur vitesse, eh bien l'onde réfractée sera moins déviée que l'onde P. Bien voilà, je termine cette vidéo là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une onde P peut générer plusieurs types d'ondes. Quand elle percute une interface, ce sont des ondes P et des ondes S, et ce sont des ondes réfléchies et des ondes réfractées. Nous avons introduit le paramètre de Ré, ou paramètre de lenteur horizontale, et ce qu'il faut retenir là-dessus est que ce paramètre petit p, il reste constant sur tout le long du trajet suivi par une onde donnée, et toutes les ondes phi générées par elle. Ce qui constitue en quelque sorte une généralisation de la loi de Descartes pour les ondes sismiques. Alors ce paramètre petit p, il peut sembler un peu mystérieux, parce que nous n'avons pas l'habitude de travailler avec. Mais cette relation de la constance du paramètre petit p quand on change de vitesse sur un trajet, c'est cette loi qui permet de calculer sa trajectoire. Et ce sont des situations que nous connaissons tous les jours. Par exemple, quand nous sommes sur une bretelle d'accès à une autoroute, cette loi permet de calculer l'angle d'obliquité entre cette bretelle et l'autoroute, et qui nous permet en principe de nous insérer au mieux dans la circulation générale. Autre exemple, quand un rapace attrape un oiseau en plein vol, le rapace ajuste son angle d'attaque en vol en piqué, et cet angle il peut être calculé par application de cette loi. Et enfin, autre exemple, inspiré par les actualités affligeantes du moment, un missile intercepteur, cela fonctionne comment? Eh bien, il fonctionne de la même manière. Connaissant les vitesses des missiles, l'angle d'interception peut être calculé par cette même relation de la constance du paramètre de lenteur horizontale. À bientôt!